donc, mon propos va plus porter sur l'application des jeunes dans le trafic, et notamment l'application des jeunes qu'on voit dans l'espace public. Parce que la question de la présence dans l'espace public est une question spécifique qui ne recouvre pas et qui n'épuise pas l'enjeu du trafic ou de l'implication des jeunes ou des moins jeunes dans le trafic de stupéfiants. Et avant ça, j'aimerais dire qu'au fond, vous inviter à vous questionner et à dire, vous questionner sur vos représentations et les représentations qu'on peut avoir sur ces questions de trafic de stupéfiants, et de toujours se questionner de la source de nos savoirs, la source de nos savoirs et de la construction des expertises ou des savoirs, hein, académiques ou pas académiques, sur les questions de trafic de stupéfiants, parce que c'est un des rares sujets. Je travaille sur le trafic de stupéfiants et sur la criminalité organisée plus généralement aujourd'hui, et c'est un des rares sujets où j'ai le sentiment que tout le monde a une expertise. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des sujets de recherche sur lesquels on travaille où l'expertise est peu partagée, et il y a des sujets sur lesquels, comment dire, la population de manière générale pense avoir une expertise. Et c'est pas étonnant. On est envahi depuis un certain nombre d'années, à travers différents canaux, on est envahi par des images, des discours, des propos sur la question de la délinquance de manière générale et sur la question très spécifique du trafic, et dans le trafic, sur le trafic dans l'espace public. Et je pense qu'il faut vraiment prendre du recul là-dessus, parce que le fait qu'on soit abreuvé d'images et de discours sur une tonalité guerrière sur le trafic dans l'espace public a des effets sur nos représentations de ce phénomène-là, de son fonctionnement, et contribue à alimenter ce que les historiens appellent un imaginaire social et urbain. Pour les historiens, et notamment pour Pierre Popovitch, en fait, c'est un ensemble interactif de représentations qui sont corrélées, organisées en fiction latente. Et quand je dis en fiction latente, c'est qu'elles sont toujours le produit à la fois d'emprunt à la réalité et de construction culturelle, symbolique, imaginaire, à travers différents canaux, que ce soit la presse, que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, que ce soit le documentaire de manière générale, mais également le regard des scientifiques. Et à cela s'ajoute l'expérience propre des professionnels qui interviennent, ou qui sont confrontés, ou des personnes qui sont confrontées directement à certaines formes du trafic. Et donc cet imaginaire-là fait que, c'est comme sur la question de la criminalité, on a très souvent, quand je pose la question quel est le marché illicite le plus rentable, très souvent la réponse est le trafic de stupéfiants, c'est le trafic de drogue, c'est l'économie criminelle par excellence, c'est la plus rentable. Ça n'est pas la plus rentable, en tout cas en France. Il y a d'autres marchés illicites, comme celui de la fraude fiscale, par exemple. La fraude fiscale représente entre 60 et 80 milliards d'euros annuels. Et selon l'INSEE, le marché des drogues en France, pour 2020, représentait 2,7 milliards d'euros. Ce qui est considérable. Mais qui est incomparable avec la taille du marché, de ce que représente économiquement la fraude fiscale, par exemple. C'est un marché illicite comme un autre. On pourrait en prendre d'autres qui sont moins rentables. Tout ça pour dire que quand on pose la question systématiquement, on a la réponse, c'est le trafic de drogue, l'économie criminelle, l'économie illicite la plus rentable, ça ne l'est pas. Et de loin. Mais quand on regarde finalement le discours public ou les moyens de répression, de surveillance, etc., qui sont mis en œuvre dans la lutte contre tel ou tel trafic illicite, on se rend compte que finalement la lutte contre la fraude fiscale elle bénéficie de moyens incomparablement ridicules par rapport à la lutte contre le trafic de drogue aujourd'hui en France. Pareil, sur la question des opérateurs du trafic. Et c'est important ce que je vais vous dire là pour introduire le sujet. Les opérateurs, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont engagées à un niveau ou à un autre dans la distribution de drogue illégale. Ça va de la production à la vente au détail. De la production à la vente au détail. On a, là aussi, quand on demande, quand on pose la question à tout le monde, qui sont les grands opérateurs aujourd'hui, qui tient le trafic, hein, c'est la réponse qu'on pose, très souvent on va vous dire, ah ben c'est les gens des quartiers. C'est les gros bonnets des quartiers, les barons. On appelle ça le narco-banditisme aujourd'hui. Le narco-banditisme, pour faire le parallèle symbolique avec la situation en Amérique centrale ou en Amérique du Sud.
Qui tient le trafic? En fait, la réalité, qui tient le trafic, si on prend le trafic dans son ensemble, on ne sait pas. Si on veut être honnête, y compris en tant que sociologue, qui tient le trafic, on ne sait pas. Par contre, ceux qui sont présentés comme les barons de la drogue en France, ils le sont présentés comme tels par qui? Ils le sont présentés par à la fois deux canaux d'information qui sont complémentaires entre eux, c'est le journalisme et la police. Le gouvernement établit un top 10 ou un top 20 de ses cibles prioritaires. J'ai regardé les 10 premiers de la liste sont 10 hommes racisés, arabes ou noirs, qui sont inscrits dans leur vie dans les quartiers populaires. Alors, ces hommes existent. Ces hommes sont probablement très impliqués à un niveau élevé dans l'importation, en gros, de cocaïne, de résine de cannabis, d'herbes, etc. Mais ces hommes ne sont ne représentent qu'une opération de sélection entre des policiers, enfin au niveau du ministère de l'Intérieur d'une part, mais également d'une partie des journalistes qui reprennent ces termes-là, écrivent des livres sur ces gens-là, et finalement les instituent comme des acteurs centraux de l'importation de drogue aujourd'hui en France. Comment est-ce qu'on peut savoir qui sont les gros opérateurs, sachant que en 2017 par exemple, 67 tonnes de résine de cannabis, c'est quand même ce qui est le plus consommé aujourd'hui en France, il y a eu 67 tonnes de saisie de cannabis, et que le ministère de l'Intérieur lui-même, dans une note, la direction centrale de la police judiciaire, estime le marché annuel du cannabis pour la même année à, en moyenne, 365 tonnes. Donc, sur 365 tonnes, c'est une estimation qui circule sur le territoire, il y en a 67 qui vont être saisies, et sur les 67 qui vont être saisies, il va y avoir une opération de sélection d'un certain nombre de grands opérateurs qui vont être mis sur la place publique comme des incarnations de ce qu'on appelle les gros importateurs, les barons. Mais en fait, on parle là d'un petit groupe sélectionné par le ministère de l'Intérieur parmi le flux des personnes qui sont interpellées et qui sont les opérateurs réels. Mais les principaux opérateurs, en tout cas le gros des troupes, on ne les connaît pas. Vous voyez ? Et ça, c'est extrêmement important parce que il y aura toujours un décalage entre... et moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est de voir le marché des opérateurs tels qu'ils existent, tels qu'ils fonctionnent, quel que soit leur statut et quel que soit leur profil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un discours, il y a un sous-texte dans le fait de sélectionner des profils par rapport à d'autres, de les mettre sur la place publique et le fait qu'ils soient devenus les incarnations du trafic. C'est pareil pour le trafic local, et j'y viens. Le trafic local, aujourd'hui, quand on regarde l'activité des services de police et de gendarmerie dans la lutte contre le trafic, on se rend compte que le trafic local, c'est-à-dire que le trafic visible dans l'espace public, représente entre 75 et 80% des affaires de trafic, c'est-à-dire des mises en cause par la police et derrière ça, de prise en charge par judiciaire et de réponse pénale. Les mineurs sont sous-représentés. Leur propension sur l'ensemble des interpellations atteint, durant cette période, 13,8%, alors qu'ils représentent 22% de la population générale. Donc, en moyenne, il y avait, dans les années 90, 3 000 affaires de trafic de stupéfiants, et à la fin des années 2000, on a le double, c'est-à-dire environ 6 000 affaires de trafic de stupéfiants. Ça, c'était une enquête qui a été publiée en 2016 et qui se basait sur entre 1990 et 2010. On a une légère augmentation depuis. Donc, la répression du trafic de stupéfiants augmente, mais de l'autre côté, tous les indicateurs montrent que la consommation déclarée, elle a aussi connu une augmentation exponentielle quand on regarde un peu les données des enquêtes en population générale depuis le début des années 90. Donc le marché augmente, la demande augmente, l'offre s'adapte. Effectivement, comme ça a été dit en introduction, c'est très compliqué de séparer l'offre et la demande. Au-delà du cap spécifique des usagers revendeurs dont mon collègue va parler tout à l'heure, sur lesquels je ne dirai pas grand-chose, mais il est effectivement très compliqué de séparer la demande et l'offre, c'est le même phénomène. Ce que je vais faire, moi, c'est me focaliser pour cette présentation sur un type d'offre particulier. Alors, ce que je voudrais mettre en avant maintenant, c'est qu'il y a différents canaux
distribution. On a différents canaux de distribution que si les forces de police et de gendarmerie se focalisent sur un canal particulier, le point de deal visible dans l'espace public, c'est ce qui intéresse majoritairement les services de police et de gendarmerie. Il y a d'autres modes de distribution. Et j'ai même envie de dire, si on se base un peu sur les données de l'OFDT, notamment l'enquête Escapade de 2017 qui demandait aux mineurs, enfin aux lycéens, comment ils s'étaient procurés leur drogue, ceux qui en consomment. En fait, seule une minorité disait avoir eu recours à un vendeur qui est un inconnu, c'est-à-dire un vendeur dans l'espace public. La plupart d'entre eux, en fait, c'est de l'échange, c'est du prêt, c'est le recours à un revendeur habituel, c'est de l'achat groupé, enfin il y a des modes de distribution qui sont extrêmement variés. Donc il n'est pas fou d'émettre l'hypothèse et d'appuyer l'hypothèse que la vente dans l'espace public, dans les points de deal, ne représente qu'une petite partie, peut-être une partie minoritaire, ça on ne sait pas vraiment. On a des données qui vont arriver bientôt à travers les nouvelles enquêtes et nouveaux questionnaires qui va être publié par l'OFDT sur le mode d'approvisionnement. Et on va avoir une vision un peu plus détaillée de cette question-là. Mais c'est un point qui est extrêmement important pour comprendre finalement comment est structurée la distribution de vente de drogue illégale et quelle est la place des jeunes dans ces modes de distribution. Alors là, vous avez un tableau qui montre, en fait, qui résume tous les modes de distribution que moi j'ai observé durant mes enquêtes de terrain, avec côté gauche ce que j'appelle la vente statique. Donc c'est la vente qui est située dans un espace bien défini et dédié. Et donc en jaune, vous avez le point de deal, le classique, ce qui incarne la vente de drogue aujourd'hui dans des représentations et dans la mise en image médiatique. Et qui renvoie à la vente publique postée dans la vente publique, la vente postée dans l'espace public, pardon. Alors à Marseille, on appelle ça un réseau, à Paris, on appelle ça un terrain, le gouvernement appelle ça un point de deal, à Toulouse, je ne sais pas, quel est le mot qui revient le plus? Le four. Alors à Paris, un four, généralement on parle de four quand il y a du flux. Voilà. Le four, c'est quand il y a du flux et qu'il y a une grosse clientèle, il y a la queue, donc on privatise de manière assez dure un espace commun, mais vous voyez, vous avez différentes expressions qui permettent de préciser et de désigner ce type de point de vente. Vous avez aussi dans la vente statique, ce que j'appelle la vente à la sauvette, c'est-à-dire une distribution qui repose sur l'occupation temporaire et volatile de l'espace public, et non pas l'occupation permanente d'un espace public avec l'appropriation d'un territoire. Il y a des espaces centraux comme ça, où vous avez de la vente à la sauvette, où les gens sont là, ils repartent, mais ça ne repose pas sur l'appropriation, une espèce de domination territoriale, comme on le voit avec les terrains, les réseaux, les points de deal, etc. Et puis vous avez la vente statique privée, c'est-à-dire la vente qui est située dans des appartements ou dans des établissements privés, quelle que soit la structure. Un bar, une boîte de nuit, un pub, ça peut être également de la vente qui est située dans des entreprises privées. Vous pouvez avoir de la vente dans d'autres espaces privés, dans des fêtes, dès lors qu'elles sont fermées au public, elles ont un statut privé. Donc vous avez la vente statique privée, dans les espaces privés. À côté de ça, vous avez la vente mobile, c'est-à-dire qui repose sur la livraison par des livreurs qui sont soit des salariés qui sont rattachés à des plateformes, qui centralisent la demande, soit par téléphone, soit par Snap, soit par WhatsApp, soit par Telegram, soit par Signal, enfin bref. Il y a plusieurs outils numériques à disposition et aujourd'hui, la vente mobile, notamment sous l'impulsion de la crise sanitaire, mais ça avait commencé bien avant en fait, cette stratégie de vente mobile, elle s'est considérablement développée et elle fait l'objet de campagnes agressives de marketing en fait, des revendeurs. Aujourd'hui, vous avez même de nouveaux corps de métier qui se sont créés dans le domaine marketing. Ce qu'on appelle les snappers, des gens qui créent les supports visuels, les vidéos. Moi, je suis abonné à plein de listes, plein de chaînes Telegram ou sur Snap, etc. Où tous les jours, il y a un afflux de vidéos, y compris des vidéos qui présentent le terrain, les tarifs, la mise en avant du produit, la mise en valeur du produit, une musique derrière. Donc tout ça est travaillé par un marketing. Et vous avez des spécialistes de marketing qui se sont placés sur
sur le marché. Aujourd'hui, c'est des nouveaux métiers. Donc, il y a les nouveaux métiers du marketing liés à la vente. Vous avez également des gens qui font de la livraison, qui sont des indépendants. Voilà. C'est important d'avoir ça en tête, c'est-à-dire qu'ils gèrent leur portefeuille client. Mais pour que la vente mobile soit rentable, elle peut être rentable en fonction des produits. Pour la cocaïne, l'héroïne, le DMA, etc., c'est rentable de se déplacer. Pour l'herbe et le cannabis, il faut qu'il y ait un minimum de quantité qui soit achetée pour rentabiliser le déplacement. Donc vous avez aussi, pareil, des conditions d'achat groupé qui permettent aux personnes de se fournir maintenant en herbe, en résine de cannabis, etc. Et puis vous avez toute la vente en ligne ou à distance, et c'est de la livraison par voie postale, qui découle d'une commande sur une plateforme numérique et téléphonique. Et ça, on a du mal à l'estimer, mais je sais par exemple, pour m'être intéressé un peu aux États-Unis, que c'est un mode de vente qui se développe très très rapidement. Je ne vais pas insister sur les réseaux du net, sur le darknet, etc., sur les plateformes sur lesquelles on peut acheter, parce que je veux me focaliser sur l'espace public, parce que c'est le sujet de la matinée. Et donc dans l'espace public, comme vous l'avez vu, vous avez trois types de ventes. Trois types de ventes, la vente statique privée, enfin dans l'espace public vous avez la vente à la sauvette ou la vente publique postée. Et l'essentiel de ce qu'on observe aujourd'hui dans l'espace public de visible, c'est le terrain, c'est la vente publique postée. C'est de ça dont je vais parler, mais sachez juste qu'on retrouve des jeunes impliqués dans toutes les formes de vente. Si on veut s'intéresser aux jeunes qui sont impliqués dans le trafic de stupéfiants, bien sûr, il faut s'intéresser aux jeunes qu'on retrouve sur les points de vente dans l'espace public, dans les points de deal, mais il ne faut pas oublier qu'il y a plein de jeunes, de mineurs également, qui sont auto-entrepreneurs, qui ont leur petit réseau de revendeurs au collège, au lycée, ou plus jeunes, quand ils sont un peu plus âgés, à l'université, ou dans leurs écoles, ou au boulot. Et donc, moi, mon hypothèse, c'est que le gros des jeunes impliqués dans la revente, ils le sont comme intermédiaires. Ils ne le sont pas comme salariés d'un point de vente à l'échelle locale. En termes de nombre de jeunes impliqués, ils ne sont pas visibles. Ils n'intéressent pas grand monde pour dire les choses. Et une partie d'entre eux, de ces intermédiaires, sont des usagers revendeurs. Une partie d'entre eux. Mais on en retrouve comme livreurs, beaucoup, de plus en plus. Donc là, sur la question du point de deal, rapidement en termes d'organisation, un point de vente, en fait, il aura un effectif de salariés, de personnes qui sont impliquées, dont l'importance variera avec le chiffre d'affaires. Plus il y a du flux, plus le chiffre d'affaires est important, plus il y a besoin de main-d'œuvre. J'invente rien, aux lois du commerce, mais en fait, ça a un effet sur la structuration. La structuration d'un point de vente, elle découle très souvent des contraintes économiques, c'est-à-dire de la marchandise et du flux de marchandises, du flux de clients, mais également du contexte local, du contexte sécuritaire local. Et la question de la sécurité est très importante pour comprendre les modes d'organisation des points de vente à l'échelle locale. La sécurité, c'est deux choses, la sécurité physique, en cas de conflit, pour protéger la marchandise, etc., mais également la sécurité judiciaire, pénale. Selon les quartiers, vous avez des lieux qui sont très exposés à la surveillance et très vulnérables à l'intervention policière, et d'autres quartiers, en raison de leur configuration urbaine, qui sont moins vulnérables à l'intervention policière. Si vous avez un quartier ouvert, vous avez besoin de plus de guetteurs. Si vous avez un quartier enclavé, vous avez besoin de moins de guetteurs pour contrôler les flux de circulation. Donc ça, c'est vraiment des questions d'organisation, mais ça a un effet sur les effectifs et sur le nombre de personnes qui sont impliquées et l'impact sur le territoire. Donc, en gros, c'est toujours pyramidal et vous avez un mode d'organisation qui oppose tout le temps, comme n'importe quelle entreprise privée, ceux qui détiennent le capital. Qui détient le capital? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un collectif? Donc l'actionnariat. Et c'est rarement un détenteur individuel, c'est souvent un actionnariat collectif. Des gens qui s'associent, des gens qui investissent ensemble et qui sont en charge de l'approvisionnement en grandes marchandises. Et vous avez toujours des personnes qui gèrent
le terrain, qui gère les ressources humaines, qui gère les stocks, la comptabilité, qui sécurise et qui de temps en temps sont investis également dans le marketing, mais même dans l'espace public, il y a du marketing. Il y a des offres, il y a des cartes de fidélité parfois, et puis c'est du relationnel, la fidélisation du client. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on retrouve pour les points de vente à l'échelle locale les mêmes contraintes économiques et les mêmes contraintes logistiques de n'importe quel commerce à l'échelle locale. C'est exactement les mêmes contraintes. Ça implique un niveau d'organisation des gens. Des fois, on se dit, mais ils sont organisés. Ben oui, mais c'est du commerce. Illégal, c'est du commerce. Donc, il y a des contraintes qui s'imposent. Il faut de l'approvisionnement, il faut de la qualité, il faut de la logistique, il faut de la compta, il faut de l'investissement, il faut tout ça. Donc, ça demande un minimum de compétences, ça demande un minimum de savoir-faire, y compris pour gérer les ressources humaines, pour recruter les personnes et pour faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Donc vous avez plein de petites mains qui sont utilisées, soit comme caissier, qui gère la transaction, charbonneur, on les appelle à Marseille, soit pour le conditionnement, soit pour le stockage. Alors on parle souvent des nourrices avec cette image de la femme isolée qui est recrutée ou qui est forcée de cacher de la marchandise, des armes, de l'argent, etc. En fait, le profil de ce qu'on appelle les nourrices, de ceux qui cachent, est beaucoup plus varié que ça. Il y a des jeunes qui le font, alors qu'il y a leurs parents à la maison. Il y a des personnes qui n'habitent pas de quartier qui le font. Quand on rentre un peu dans le détail, cette image-là, elle apparaît vraiment comme une espèce d'image d'Épinal. Elle est réelle, mais le profil de ceux qui assurent cette fonction est beaucoup plus varié. Tout le travail de réassort, le réassort, c'est de ramener la marchandise quand il n'y en a plus. Et puis il y a tout le travail de sécurité, tous les rabatteurs, donc ça fait quand même beaucoup de petites mains. Parfois les jeunes qui sont recrutés sont polyvalents. Et le profil des jeunes est assez intéressant parce qu'on a quand même des tendances de fond aujourd'hui en France dans le profil, et ça a des effets sur les questions de prise en charge. Ça complique les prises en charge, où dans beaucoup de quartiers, on est passé de petites mains du trafic qui étaient recrutées localement à des petites mains qui ne sont plus recrutées localement, qui viennent d'autres quartiers, à des petites mains qui reviennent maintenant, qui viennent d'autres villes, parfois d'autres régions. Et la tendance aujourd'hui en France, c'est de faire travailler des réfugiés, des exilés, des MENA, donc des personnes qui, en termes de vulnérabilité et de possibilité de recours et de dépendance aux opérateurs du trafic, sont quand même beaucoup plus vulnérables de manière générale. Donc la question, le schéma, c'est de moins en moins, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes du quartier qui sont impliqués dans le trafic. Des fois, il y a des jeunes du quartier qui sont impliqués dans le trafic, mais ils ne sont pas dans leur quartier. Ça déstabilise tout. Je prends par exemple la prévention spécialisée, les éducateurs de rue ou les acteurs à l'échelle locale. Bon, ils ont un ancrage local, ils ont un ancrage territorial, ils travaillent avec des partenaires, ils travaillent avec les familles. C'est comme ça le modèle de fonctionnement pour accrocher, accompagner les jeunes et les aider à sortir ou à ne pas rentrer. Mais dès lors que les personnes ne sont plus inscrites à l'échelle locale, ça complique les choses. Il faut faire le lien, il faut retrouver, il faut comprendre. Et surtout que dans beaucoup de villes, les opérateurs du trafic ont organisé une espèce de turnover. Où les petites mains vont pas d'un secteur à l'autre. Vraiment, ça complique les choses, mais ça dénote également de modes d'adaptation, de modes d'innovation dans le management du trafic par ceux qui en ont la charge. L'autre point qui est extrêmement important à mettre en avant, c'est la question des enjeux de pouvoir dans le trafic local. Il ne peut y avoir de trafic local sans domination territoriale, sans l'exercice d'un pouvoir sur un territoire donné. Et ce n'est pas une question de plaisir, ce pouvoir c'est une nécessité opérationnelle. Pourquoi ? Parce qu'il faut protéger l'activité, elle est illégale, il faut la protéger de deux choses majeures. La première c'est la police et la justice, et l'autre c'est les vols. Et pour les deux enjeux, les vols, la concurrence, pour les deux enjeux, il faut exercer un pouvoir qui repose sur l'intimidation et la violence, in fine. Et ça, c'est inhérent à des formes de trafic, ce qui a un effet majeur sur la vie locale. Et qui a un effet amplifié, et Toulouse en sait quelque chose, certains quartiers de Toulouse en savent quelque chose,
c'est amplifié dès lors que le niveau de rentabilité des points de vente sont très élevés et qu'il y a des luttes fratricides, des vols, des vengeances, etc., qui se mettent en mouvement sur les territoires entre les principaux opérateurs. Ceux qui se tuent ou qui tuent sont ceux qui dirigent les trafics, qui en sont soit les actionnaires, soit les gérants, etc. Donc cet enjeu de management du trafic à l'échelle locale, il prend deux formes. Une forme que j'appelle le soft power, hein, c'est-à-dire le fait d'essayer d'obtenir une forme de coopération de la population locale, des acteurs locaux. La coopération, c'est le silence. Hein. C'est le fait de ne pas parler, de ne pas collaborer, et parfois c'est un peu plus le fait de cacher, d'être complice quelque part de l'activité. Donc le soft power, pour des personnes qui essaient de jouer le rapprochement, la proximité, qui maintiennent le hall d'immeuble propre, qui ouvrent la porte, qui sont polis, qui portent les courses. Donc c'est ça les manifestations du soft power, les gens qui veulent obtenir la coopération en rassurant la population. Et à l'inverse, une sorte de hard power, c'est des notions de la diplomatie, hein, qui visent à imposer le silence par l'intimidation, la peur, la crainte et la violence uniquement, et qui s'inquiètent et qui ne s'intéressent pas du tout au vécu de la population ou des professionnels qui avoisinent les points de vente. Alors, les jeunes qui sont impliqués le sont à quel niveau? Qu'est-ce qu'on appelle un jeune déjà en sociologie? Vous savez, la jeunesse, c'est pas une tranche d'âge. C'est pas les 16-25, c'est pas les 12. La jeunesse, c'est un état. C'est une période de la vie. C'est une situation de dépendance quelque part. Et au fond, on devient adulte dès lors qu'on accède à une forme d'autonomie résidentielle, conjugale, économique, en commençant à travailler, en ayant des revenus salariés. Et c'est comme ça la transition entre la jeunesse et l'âge adulte. Et on sait que l'âge de l'entrée dans la vie adulte a été constamment retardé depuis la fin des 30 glorieuses, on va dire. Depuis les années 70, on a un retardement de l'entrée dans la vie adulte. Le premier enfant arrive plus tard, la mise en couple, etc. arrive plus tard. Bon. Pour ceux qui construisent une famille et qui accèdent à la paternité maternelle. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on parle des jeunes, en termes de trafic, quand on parle des jeunes, on pense souvent aux mineurs. On pense très souvent aux moins de 20 ans. Et dès lors que quelqu'un a 23, 24 ans, 25 ans, il n'est plus trop considéré comme un jeune, alors qu'il l'est encore, sociologiquement parlant. Et à 24, 25 ans, on peut déjà être engagé à un niveau assez élevé dans le trafic de stupéfiants. Parce qu'il y a un roulement qui est permanent avec les incarcérations, les décès, ou des personnes qui sortent du trafic, qui s'éloignent, qui fuient, ou bien qui ont fait suffisamment d'argent et qui arrêtent et qui passent à autre chose. En tout cas, il y a un renouvellement des opérateurs à haut niveau. Il y a toujours un besoin de recruter des personnes qui soient impliquées au niveau de la logistique, de l'importation, du stockage, de la distribution en gros ou en semi-gros. Et je dis ça parce que en tant que professionnel, il y a des jeunesses impliquées dans le trafic ou qui risquent d'être impliquées, qui sont accessibles et avec lesquelles on peut travailler. Il y en a d'autres pour lesquelles c'est un peu plus compliqué, quand on est lucide et réaliste. C'est compliqué d'abord parce qu'ils ne sont pas visibles dans l'espace public, ils n'opèrent pas dans l'espace public, et ensuite parce qu'ils fréquentent des milieux et ils sont dans des logiques de sociabilité qui les éloignent de l'action des professionnels. Mais juste pour les personnes qui sont impliquées dans l'espace public, et là c'est le thème de la matinée, et c'est déjà un gros travail, qu'est-ce qu'il est possible de faire et pourquoi est-ce qu'ils s'engagent? Alors, la première raison pour laquelle les jeunes s'engagent dans le trafic, quel que soit le niveau, c'est une logique qui est économique, une raison qui est économique. C'est la première et la principale raison. L'entrée se fait pour des raisons économiques très souvent. Quelques-uns sont contraints, mais c'est très rare. Parce que la plupart des trafiquants que j'ai interrogés disent bon, on ne peut pas forcer. Quelqu'un qui est forcé à travailler, il ne va pas le faire correctement. Il ne va pas faire du bon travail, il a plus de chances de chercher un échappatoire en collaborant, etc. C'est pareil pour les nourrices, il y a l'idée qu'elles sont forcées, elles n'ont pas le choix. Il y en a quelques-unes, mais la plupart des gens disent non, mais une nourrice qui n'a pas envie de travailler, tu la forces, à un moment donné, elle va appeler la police pour se sauver de sa situation, et même si elle n'apparaît pas dans la procédure, il est possible qu'elle collabore. Donc,
le fait d'être forcé, c'est encore une idée qu'on retrouve une image d'Épinal. La plupart des opérateurs disent que ce n'est pas une bonne idée. Les logiques économiques, elles sont multiples. D'engagement dans le trafic, elles sont multiples. Moi, j'en ai distingué au moins 5, à partir des entretiens que j'ai fait avec des mineurs et des jeunes majeurs qui étaient impliqués. La première logique, c'était une logique de désendettement. La dette comme point de départ et comme ressort initial, c'est-à-dire que l'argent sert à renflouer un vide, à renflouer les caisses, et ces dettes, elles sont multiples. Ça peut être les dettes de la famille, des dettes de loyer, ça peut être des dettes de consommation, et ça peut être aussi de la mise en dette. C'est très rare, mais ça existe, où les opérateurs du trafic, pour recruter, parce qu'ils ont un besoin de main-d'œuvre, et pour ne pas payer leurs salariés, il y a eu quelques cas que j'ai repérés, où ils ont accusé de vol des petits jeunes, et ils leur ont dit, bon, bah, la seule possibilité pour vous en sortir, pour éviter de vous faire tabasser, c'est de bosser pour moi une semaine ou deux, etc. Parfois, il y en a des jeunes qui veulent bosser un jour ou deux, mais on leur reproche d'avoir volé, ou on les arnaque, on leur file une sacoche, avec, on leur dit, il y a 72, mais en fait, il n'y en a que 50, bah, à la fin, il en manque 10, et les 10, bon, bah, il faut qu'ils reviennent travailler pour... Et cette question de la mise en dette, elle est essentielle pour comprendre les logiques de dépendance d'une partie des jeunes qui sont impliqués dans le trafic, et de leur difficulté à se sortir même quand ils ont envie. Et ça reviendra souvent en fait, si vous discutez quand même de jeunes, la question de la dette, à la fois comme mode d'entrée mais aussi comme mode de maintien dans le trafic, c'est quelque chose qui est présent. Deuxième logique, j'ai repris une expression d'un jeune que j'ai interrogé à Marseille parce que je trouvais qu'elle était, l'expression était parlante et elle était pertinente. Il a dit « je me défauche ». C'est-à-dire je me sors d'une situation de fauche. Je trouvais que le mot était à la fois imagé mais précis. Hein, précis. Ça veut dire quoi? C'est le ressort de la frustration économique, très classique, une quête de pouvoir d'achat, c'est-à-dire de correspondre aux standards de consommation de son propre groupe social et générationnel. Et là, la volonté, c'est juste d'avoir un peu d'argent pour vivre, pas de s'enrichir, etc. Il y en a d'autres, la logique d'engagement, c'est pour se salarier, c'est-à-dire de s'engager dans une forme illégale et atypique d'emploi, avec une volonté de construire une autonomie. Donc ils le prennent comme un travail salarié en tant que tel. Le salarié, ça ne pose pas comme ça, non, non. C'est vu comme un travail salarié, à un moment donné, comme une solution professionnelle. Il faut savoir que pour les mineurs, par exemple, qui n'ont pas la possibilité, très rarement, de travailler dans une entreprise conventionnelle, légale, parce qu'ils sont mineurs, parce que les employeurs rechignent à recruter des mineurs, bon, bah, effectivement, le trafic de stupéfiants apparaît comme une solution à des besoins économiques, à une volonté de se salarier, d'entrer dans le marché du travail pour jeunes qui ne sont plus en formation, en emploi ou qui ne s'y retrouvent pas. Quatrième logique, c'est se financer. Se financer, c'est-à-dire de financer un projet ponctuel qui nécessite des moyens qui sont souvent inaccessibles par la voie familiale, parce que les familles sont trop pauvres ou qu'elles n'ont pas envie de financer, par le prêt bancaire, parce qu'il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de fiche de paie, il n'y a pas de garantie, etc. Ou parce que le niveau de financement est très cher. Et là, franchement, j'ai rencontré quand même beaucoup de gens qui s'étaient impliqués dans le trafic pour financer des projets. Qui de financer un clip de rap, qui de financer son permis, qui de financer son école de commerce, qui de financer ses projets de vacances, qui pour financer une voiture, qui pour financer quelque chose avec plus d'envergure. Et on a des personnes qui s'engagent même à un niveau élevé du trafic, de l'importation, etc., parce qu'ils ont un projet économique derrière, et que c'est leur mode de financement, c'est leur banque, le trafic. Ils prennent ce risque-là, et je connais des gens qui ont acheté comme ça des licences de taxi, qui ont monté leur entreprise, qui ont ouvert leur commerce, et qui ont parfois cherché des modes de financement conventionnels, qui n'ont pas accédé, et qui se sont tournés vers les économies légales, les économies criminelles pour se financer. Et enfin, plus rarement chez les jeunes, mais plus fréquent chez les personnes qui sont plus âgées, plus avancées en âge, il y a la volonté de s'enrichir, c'est-à-dire d'accumuler des capitaux afin de correspondre aux standards de consommation des groupes dominants, avec la volonté de participer à la vie sociale des groupes dominants, de fréquenter les lieux des groupes dominants. Hein? Et puis il y a les logiques symboliques, c'est pas qu'une question d'argent. Si c'était que ça, finalement, ce serait pas si dur, j'ai envie de dire, de trouver des solutions pour certains, des solutions de salariat conventionnel,
surtout que si j'aurais pas le temps ici, quand on parle des dépenses, de ce qu'il leur reste à leur fin de mois, c'est plus rentable pour eux de travailler un mois comme équipier dans une chaîne de fast-food au SMIC que de travailler au jour le jour et de dépenser quasiment toute la journée ou en fin de journée. Il leur reste plus d'argent et en plus ils ont cotisé et en plus ils peuvent retourner à la maison avec une fiche de paye, donc il y a beaucoup plus d'avantages à ça. C'est pas que la question de l'argent, vous avez des logiques symboliques, des enjeux de réputation, des enjeux de pouvoir qui sont là, parce que d'être impliqué, d'être dans un réseau, dans une équipe de trafiquants, vous ouvre des espaces et vous met à disposition une espèce de pouvoir symbolique qui est non négligeable à vivre. Un autre point qui est extrêmement important, c'est le fait de réaliser son imaginaire. Ça, c'est puissant, hein, la réalisation de son imaginaire. C'est vraiment un ressort puissant. Et on le voit dans la manière de consommer. Et là où je l'ai vu le plus, c'est dans les moments où je faisais des observations dans les lieux de loisirs avec une partie d'entre eux, dans les bars où ils allaient, ou dans les boîtes de nuit, dans les restaurants où ils allaient. Et là, on voit très bien qu'ils réalisent une forme d'imaginaire. D'imaginaire de la puissance, l'imaginaire mafieux, entre guillemets, l'imaginaire des personnes en place, des personnes qui ont le pouvoir. Et on voit des jeunes qui, 3 jours de travail, passent dans une bouteille de champagne, par exemple. Mais ce moment de la bouteille, ce rituel de la bouteille de champagne en soirée où on invite des filles, des garçons, on se positionne et on manifeste son pouvoir, c'est typiquement une iconographie, un imaginaire qu'on retrouve dans beaucoup de films de fiction sur le banditisme, la mafia, le crime, etc. Il y a aussi un enjeu de participation sociale et un enjeu de compensation. C'est-à-dire que l'implication dans le trafic, pour beaucoup de jeunes, leur offre une position sociale, un rôle social, une présence publique, l'appartenance à un collectif, l'inscription dans une entreprise. Et ça, c'est pas négligeable non plus. En plus de dégager du pouvoir d'achat et des moyens, de dégager du pouvoir, un peu de prestige et de réputation, tel qu'ils le vivent eux, il y a aussi le fait de participer et de compenser, in fine, un certain nombre de manques qui peuvent manifester. Il y a le fait, comme logique symbolique, de rendre. Quand je parlais tout à l'heure de dette matérielle, on peut aussi parler de dette symbolique. J'étais frappé de voir à quel point comment les jeunes interprétaient le fait de la générosité des trafiquants plus âgés à leur égard. Ce qu'ils perçoivent comme la générosité des trafiquants, c'est beaucoup plus utilitaire. Mais ce qu'ils perçoivent comme les petits achats, les petits cadeaux, les petits services, les prêts de véhicules, les prêts de scooters, etc. Quand un jeune plus âgé, un trafiquant vient les voir en leur proposant un boulot, une partie des mineurs ou des jeunes que j'ai interrogés le voient comme un geste positif et s'inscrivent dans une forme de dette symbolique. C'est aussi pour rendre qu'ils s'engagent. Il y a un travail de déconstruction par rapport à ça qu'il faut mener. Et puis il y a parfois l'adhésion au mythe de la rue qui alimente l'engagement. Et parmi les mythes de la rue, il y a le fait qu'on peut devenir quelqu'un, s'enrichir, faire carrière, devenir puissant via le trafic et les économies illégales. C'est un pari. Mais ce pari, il existe. C'est une croyance. Et agir sur le trafic, c'est agir sur cette croyance. Et il y a toujours des exemples, très peu, hein, très peu, mais il y a toujours des exemples qui viennent confirmer la croyance de trafiquants des générations précédentes qui sont parvenus à réinvestir et à faire fructifier les gains illicites. Moi, j'ai regardé à l'échelle d'une ville tous ceux qui étaient passés par le trafic, j'ai pu le faire parce que j'avais une inscription de long terme. J'ai fait le bilan, en fait. Tous ceux que j'avais vus passer dans le trafic de stupéfiants pour voir ce qu'ils étaient devenus, très peu, une infime minorité a réinvesti, a investi quelque chose et en vit aujourd'hui. La réalité, c'est que la plupart ont fait de la détention, et encore de la détention, pour ceux qui ne sont pas morts, ou sinon il y en a d'autres qui sont sortis après avoir eu dur, parce qu'ils ont eu peur, et la plupart de ceux qui étaient trafiquants dans les années 90 et le début des années 2000, s'ils ne sont pas morts aujourd'hui, ils sont salariés, ou précaires, ou clochardisés. La réalité, c'est que ce mythe-là repose sur quelques cas concrets qui existent, autour desquels, par rapport auxquels tout le monde discute, et quand ils existent vraiment, c'est-à-dire des gens qui ont un patrimoine considérable.
et qui alimente la croyance collective. Et parfois le patrimoine il est considérable, parfois le patrimoine c'est juste le fait d'avoir blanchi son argent avec un commerce à l'échelle locale, que le commerce fonctionne et que les gens en vivent. Ça suffit pour alimenter et remettre une pièce dans cette croyance que c'est un tremplin social. Alors les pistes d'action, et je vais conclure avec ça, c'était vraiment une introduction pour ouvrir la discussion, mais au niveau des pistes d'action par rapport aux jeunes à l'échelle locale et dans l'espace public, parce que c'est quand même les limites qu'on s'est fixées. Il y a 3 pistes d'action pour les acteurs locaux, concrètement. Il y en a peut-être d'autres, mais de ce que je vois aujourd'hui, il y en a 3 majoritairement. La première, c'est une action sur le cadre de vie. Une action sur le cadre de vie, alors elle ne concerne pas que les jeunes, elle concerne la population de manière générale. Qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis du trafic, face au trafic, à l'échelle locale? Les acteurs locaux, je parle des acteurs locaux, des acteurs sociaux, les intervenants sociaux, municipaux, ils sont face à l'enjeu du cadre de vie. Est-ce que le trafic pèse beaucoup sur la population ou pas? Est-ce que la population a peur? Est-ce que les halls d'immeubles sont salis, dégradés? Est-ce qu'il y a beaucoup de bruit? Est-ce qu'il y a beaucoup de conflits? Donc, au quotidien, est-ce que le trafic fait peur ou pas? Vous savez, il y a des lieux où le trafic fonctionne très bien et la population s'en plaint quasiment pas. Pourquoi? Parce que les trafiquants sont avec un mode de management soft power et ils limitent au maximum les désagréments du trafic. Et pour beaucoup de personnes à l'échelle locale, ça leur va. Ils préfèrent avoir un trafic parce que la croyance est que ça ne disparaîtra pas, que ce sera là. Et d'ailleurs, c'est une croyance qui est fondée sur l'histoire. Il y a eu combien de démantèlements qui ont donné lieu au réinvestissement des lieux. Donc, le temps long leur donne raison à ces gens-là. Ils sont pragmatiques, quelque part, en disant, de toute manière, il y aura toujours du trafic. Donc leur pragmatisme les pousse à préférer un trafic qui ne fait pas de dégâts, qui ne fait pas peur, qui ne fait pas de bruit, par rapport à un trafic qui est incontrôlable. Donc la question qui se pose, c'est la question du cadre de vie. Ce qui implique derrière des questions éthiques et des questions morales, parce que s'investir pour vraiment limiter les dégâts du trafic à l'échelle locale, ça veut dire rentrer en discussion, rentrer en négociation avec les opérateurs du trafic, c'est-à-dire les reconnaître comme des acteurs. Mais ce sont des acteurs. Ce sont des acteurs politiques, dans le sens où ils ont un effet, un impact sur la vie publique. Ils ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir. Que ça dérange ou pas, ils sont là, ils ont un pouvoir. Donc la question se pose, et ça c'est des discussions auprès des acteurs, au niveau des services municipaux, comment on fait pour limiter les désagréments. Sachant que la lutte contre le trafic d'un point de vue policier et pénal, c'est le ministère de l'Intérieur qui gère, et le ministère de la Justice, avec l'appui des services municipaux, des bailleurs, etc. Mais globalement, ce n'est pas à la population, aux acteurs, aux travailleurs sociaux d'interpeller les personnes et de faire disparaître le trafic. Ils n'ont pas ce pouvoir-là. Je vais le dire crûment. Face aux trafiquants, la population et les travailleurs sociaux sont des acteurs faibles. Voilà, c'est le point de départ. Et il faut se le dire. Et dès lors qu'on reconnaît ça, la question c'est quelle stratégie développer pour limiter les dégâts sur le cadre de vie de la présence du trafic. Il y a des choses qui se font à peu près partout par rapport à ça. Dans la plupart des quartiers où je vais, il y a des négociations, mais c'est de l'informel. Il y a des discussions, mais c'est de l'informel. C'est par intermédiaire. Bref, il y a des modes de régulation qui existent. Les personnes sont repérées. Les gens discutent. C'est juste honteux de le dire dans les instances. C'est honteux d'en parler dans les instances, même si ça se fait. Voilà. Deuxième axe d'intervention qui me paraît extrêmement important, en plus de la prévention des usages, investir sur la prévention de l'entrée dans le trafic. La question de la prévention par rapport aux drogues, elle se focalise quand elle existe, notamment dans l'établissement scolaire, dans les centres accueillant la jeunesse, etc. Elle se focalise sur les usages, les dangers, les risques pénaux, etc. La question qui se pose, c'est également par rapport à la prévention de l'entrée dans le trafic. Et il y a quelques villes, quelques réseaux qui commencent à se mobiliser sur ces questions-là depuis quelques années, mais c'est très 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 récent, ça frétille. C'est pas quelque chose qui est posé comme tel. Mais j'ai eu la chance de rencontrer la plupart des acteurs
dans les villes qui se sont investies au moins dans l'information par rapport à ces questions-là, et c'est intéressant ce qui peut se mettre en place. Donc la prévention de l'entrée, en considérant que le trafic, c'est une donnée sociale et un risque pour la jeunesse qui est pérenne, et sur lequel il faut poser des mots avec la plupart des jeunes, sortir du tabou. Et troisièmement, réfléchir aux sorties de trafic. Favoriser, réfléchir en amont et développer peut-être des dispositifs qui permettent les sorties de trafic. Et les sorties de trafic, vous savez, il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont impliqués et qui pensent de manière assez régulière. C'est pas un boulot qui est fun, qui est assez au quotidien, c'est assez ennuyant, c'est beaucoup en fait. C'est beaucoup de travail, c'est payé sous le SMIC horaire. Quand on rapporte au taux horaire, c'est payé sous le SMIC horaire. Alors ça fait beaucoup pour un mineur dans une journée. S'il travaille 10 heures et qu'il gagne 70 €, qui va lui donner 70 € dans la journée? Sauf que sur une journée, 70 €, c'est stressant, il y a des risques policiers, il y a les coups qu'on se prend, il y a les coups de pression qu'on se prend, il y a la honte, il y a le regard public qui est posé sur ces jeunes-là. Et quand on parle avec eux, par exemple, quelque chose qui leur fait assez mal, c'est quand des mamans, des papas, des personnes âgées, des enfants les regardent faire ce qu'ils font. Ils évitent, mais c'est quelque chose qui les affecte. Donc, il y a beaucoup de leviers qui permettent de peut-être faire réfléchir sur leur engagement, sur l'usure notamment, sur ce qu'ils subissent comme violence symbolique, des violences patronales. Pour le coup, il ne faut pas les syndiquer, hein, mais il y aurait de quoi. Il y aurait de quoi les syndiquer. Bon. Et ça pose la question, les sorties des alternatives en termes de revenus, et également des possibilités de réinvestir des compétences acquises dans le cadre du trafic. Je vais m'arrêter là pour